Madame, Messieurs les téléspectateurs, chers invités, bonjour. Dans le cadre des activités de l'association comorienne Comore Impact, nous sommes retrouvés ici aujourd'hui dans une journée dite journée d'orientation pour essayer d'étayer un certain nombre d'aspects concernant les démarches à faire pour les étudiants étrangers, notamment comoriens, qui souhaiteraient poursuivre leurs études en France. Et justement, pour aborder toutes ces thématiques-là, nous avons invité des personnalités pour venir discuter avec eux afin d'élucider un certain nombre de points qui pourraient intéresser les étudiants comoriens qui souhaiteraient faire leurs études en France. Et donc, à ma droite, j'ai monsieur Abdourahim Ben Abdou Moussa, qui est ingénieur en maintenance Sava et applicatif dans le biomédical à Eurobio. Et puis j'ai madame Fortes Samantha, qui est, elle, chargée de l'accueil des étudiants internationaux à la Maison des initiatives étudiantes à Paris. Et puis j'ai monsieur Mohamed Amada, qui est lui adjoint directeur du service de scolarité à l'Université de Paris 8. Et donc, cette présentation est en fait, je vais directement me diriger vers M. Abdourahim Ben Abdou Moussa pour lui demander quel parcours de formation vous avez suivi, justement, vous avez poursuivi, pour ainsi dire, pour que vous puissiez atterrir dans cette boîte Eurobio où vous travaillez présentement. Ok. Tout d'abord, merci à Comore Impact de m'avoir invité pour venir témoigner aujourd'hui, en espérant que ça va aider les étudiants comoriens, car comme on le sait, l'éducation est une arme redoutable, et la plus grande arme qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, raison pour laquelle je suis venu. Donc, concernant mon parcours scolaire, on va dire, il est un peu atypique, mais je vais essayer de l'introduire en bref. Je ne vais pas vraiment aller dans les détails, sinon on ne va pas s'en sortir, parce qu'il est vraiment large. Très bien. Mais tout d'abord, j'ai eu mon bac au Comores, donc j'ai eu mon bac scientifique au Comores. Je suis arrivé en France pour poursuivre mes études, donc je suis venu avec un visa étudiant. Et arrivé à l'université Paris 12, donc je voulais intégrer, faire une licence de mathématiques, mais par manque de place, donc je me suis retrouvé en licence. Excusez-moi de vous couper, Oui. parce que vous disiez tout à l'heure justement que vous veniez des Comores pour poursuivre vos études en France en mathématiques, Oui. et que par miracle vous n'avez pas été accepté en mathématiques. Donc je voudrais juste savoir c'est quelle inscription vous avez eue pour venir en France. C'était en maths ou dans une autre formation? Voilà, donc en fait au début j'ai fait une inscription en mathématiques. Donc je suis arrivé à l'université Paris 12, donc je suis arrivé un peu en retard. Donc, okay. Parce qu'il fallait attendre le visa. Donc je suis arrivé à Paris 12 et il n'y avait plus de place en mathématiques. Malgré que j'avais l'inscription, mais c'était rempli. Je suis arrivé en retard. Donc on m'a dit, donc, on ne peut pas vous accepter, messieurs, mais vous pouvez faire une autre licence. Donc je me suis retrouvé en licence de sciences pour l'ingénieur. Donc je suis arrivé en licence de sciences pour l'ingénieur, mais vraiment par dépit parce qu'il n'y avait plus de place en mathématiques. Donc j'ai continué, L1, L2, L3, ça me plaisait très bien. Donc je me suis dit, bon, je vais continuer. Et arrivé en troisième année, donc il fallait choisir entre 3 parcours. Il y avait mécanique, électronique et maintenance. Donc moi j'ai choisi de faire de la maintenance. Donc, maintenance industrielle. Donc, mais à la fin de cette licence, de ma L3, il fallait faire un stage pour valider cette licence, un stage de 3 mois. Donc j'ai galéré pour trouver le stage, donc, parce que ce n'est pas évident. Trouver un stage sans carnet d'adresse en France, donc ce n'est pas du tout évident. Mais parler d'un ami que j'avais rencontré à la fac, un certain Ahmed Betani, qui est français d'origine algérienne. Donc, d'où l'importance de se faire des amis à l'université, parce que sinon, je n'allais pas m'en sortir. Donc, grâce... Mais justement, excusez-moi de vous avoir coupé encore une fois, mais bon, est-ce que vous pensez que pour un étudiant comorien qui vient directement des Comores, donc il y a déjà un peu ce choc de culture qui se pose, est-ce que vous pensez que c'est un peu facile de pouvoir tout d'un coup s'ouvrir aux autres, ou il y a un certain nombre de difficultés qu'il faut peut-être affronter? Il y a des difficultés, car nous, les Comoriens, nous sommes trop enfermés, on reste trop en communauté. Mais il faut se libérer, parce qu'une fois arrivé en France, à titre personnel, sans l'aide de mon ami, je n'allais pas valider ma licence, parce que je n'allais pas trouver un stage. Donc il faut se libérer, il faut y aller vers les autres. Donc je suis arrivé en retard, donc c'est lui qui m'a donné ses cours. Donc je suis allé vers lui.
Il n'est pas venu vers moi. Donc, je me suis fait des amis. Et grâce à lui, j'ai pu faire mon stage de 3e année à Bouygues Énergie et Services. Une grande boîte, une grande société. Donc, c'est grâce à lui, parce qu'il est parti voir son oncle qui travaillait par piston. Donc, je suis rentré à Bouygues Énergie et Services pour faire un stage de 3 mois qui était rémunéré. Donc, je gagnais dans les 1200. Pour un jeune comorien, gagner 1200 pour un stage, c'était waouh pour moi. Donc, il y avait le salaire, donc ça m'a évité de travailler parce que je travaillais un peu, je vais développer un peu plus tard. J'ai travaillé pendant ma scolarité, donc pendant mes études, j'ai travaillé pour financer mes études. Mais entre 2e année, ça m'a évité de travailler parce que j'ai fait mon stage qui était rémunéré, donc 1200 €, et c'est grâce à mon ami. Donc, d'où l'importance. Donc, de ce stage, vous avez pu justement aboutir à votre travail. Voilà, mais là, parce que moi j'étais en licence, j'ai fait une licence générale de sciences pour l'ingénieur, option maintenance industrielle. Mais c'est là, à l'issue de mon stage, là, quand j'ai fait mon stage, c'est là où mon parcours a pris une tournure un peu différente. Donc j'ai changé complètement parce que je suis arrivé à Bouygues Énergie et Services. Là, je vais insister un peu. Donc, une fois que je suis arrivé, faire mon stage. Donc, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'enseignements théoriques que pratiques. Donc, tout ce qui était études de fiabilité, tout ce qui était des études et des maths, j'étais à l'aise. Mais quand il s'agissait d'aller sur le terrain, donc parce qu'on s'occupait de la maintenance préventive et curative des machines dans un centre de tri de la Poste. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comment est-ce que, de vos études, justement, que vous êtes en train d'expliquer, vous êtes arrivé à cette boîte que vous travaillez aujourd'hui. Voilà, pour aller plus vite, là j'arrive, mais en fait, je voulais expliquer tout mon parcours, mais en bref, mais là j'arrive. Donc c'est là, quand je suis arrivé à Bouygues Énergie et Services, je me suis rendu compte que j'avais cette manque de pratique. J'avais beaucoup de théorie, mais moins de pratique. Donc, je me suis posé des questions, je me suis dit non, ça ne doit pas continuer. Et c'est là où j'ai commencé, quand j'ai fini mon stage, à chercher de l'alternance. Donc, j'ai commencé à postuler de l'alternance. Donc, il faut essayer d'expliquer un peu ce que c'est une formation par alternance. Voilà, donc c'est là où je vais en venir. Donc, comme je n'avais pas de pratique, je me suis dit je dois faire une formation en alternance, donc je dois faire 1 mois en cours et 1 mois sur le terrain pour apprendre tout ce qui était technique. Parce que j'ai fait une formation technique. Donc, j'ai alterné mes études. J'étais en cours et j'étais en entreprise. Donc, j'ai commencé à chercher de l'alternance. Je me suis dit, non, je ne dois pas continuer un master comme ça. Dans un parcours théorique. Voilà, dans un parcours général, je dois faire de l'alternance pour avoir quelque chose de concret. Donc, j'ai commencé à postuler en alternance. Donc, j'ai fait mon master. Donc, j'ai transféré mon dossier de Créteil à Paris-Sud. Donc, c'est là où j'ai continué mes études en alternance à Paris-Sud. Et j'ai fait 2 alternances dans ma vie, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui en CDI. Donc, parce qu'en France, il faut se dire la vérité, c'est que même si on a des diplômes dans mon domaine, donc le premier entretien que j'ai eu, donc on m'a donné une machine, on m'a dit tiens, il y a cette machine, donc il faut faire un diagnostic. D'accord. Donc là, je pense qu'on aura pratiquement compris ce que vous vouliez nous dire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 2 offres de formation dans les universités. Il y a les formations théoriques et puis les formations en alternance. En alternance, ça veut dire que vous faites de la théorie à l'école, mais vous devez aussi être pris dans une entreprise, en tout cas, pour pouvoir mettre en application les théories qu'on fait à l'école. Voilà. Et puis, ça peut déboucher à un travail comme vous, par exemple. C'est ce qui m'a permis, parce que j'ai fait mon alternance à Aerobio. Mon 2e alternance, je l'ai fait à Aerobio. Et à l'issue, donc quand j'ai fini mon alternance, ils m'ont proposé un CDI direct parce que j'avais de l'expérience. Merci beaucoup, Monsieur Abdou, pour ces éclairages. Donc, je vais maintenant parler avec Madame Fortes Samantha pour savoir déjà, de nous présenter cette structure qu'on appelle la Maison des Initiatives étudiantes à Paris. C'est quoi cette maison en fait? Alors, la Maison des Initiatives étudiantes, c'est un service de la mairie de Paris qui existe maintenant depuis 2002. Notre rôle, ça va être d'accompagner les étudiants dans la mise en place de leurs projets, qu'ils soient associatifs ou individuels. Une fois que les étudiants sont inscrits chez nous, ils peuvent bénéficier gratuitement de nos ressources matérielles et logistiques, donc c'est-à-dire des salles de réunion, de la salle de répétition, du plateau de tournage, des stations de montage, etc. Donc aujourd'hui, on a 290 associations qui sont inscrites à l'AMIE, plus une vingtaine de porteurs de projets individuels.
Toutes les catégories sont représentées. Il y a de l'accueil des étudiants internationaux, de la lutte contre les discriminations, de la solidarité locale, de la solidarité internationale, de l'art, de la culture, du développement durable, des médias étudiants, etc. On a 2 sites. Un site qui se situe à Bastille, qui est la structure mère, et le deuxième site qui est ici, qui se situe dans le 6e arrondissement et qui a la particularité d'être un espace de coworking qui accueille des étudiants entrepreneurs. Et la MIE, c'est aussi une équipe d'une quinzaine de membres à peu près. Il y a des chargés d'accueil, des chargés d'animation, des chargés d'accompagnement, un régisseur, un pôle culture avec le dispositif Créartup et l'animation de notre galerie, un pôle insertion professionnelle et entrepreneuriat, et mon pôle qui est celui de la santé des étudiants et de l'accueil des étudiants internationaux. D'accord, donc vous avez dit pas mal de choses, mais pour essayer de vous résumer par rapport à cette première question, c'est que cette maison-là essaye en tout cas d'intégrer les étudiants et de leur couper contre leur solitude ou en tout cas leur parcours un peu solitaire en fait. Donc c'est un espace où ils pourront avec d'autres nationalités, d'autres étudiants entreprendre et essayer d'être en contact avec le monde extérieur et en tout cas d'avoir des initiatives collectives si j'ai bien compris cette partie. Et donc messieurs Mohamed Hamada, vous êtes comme je l'ai dit tout à l'heure, adjoint directeur du service de scolarité de l'Université Paris 8. Et donc, c'est une université qui est très fréquentée par la communauté estudiantine comorienne. Je pense que ça remonte dans l'histoire. Mais d'ici un certain temps, on a commencé à entendre un certain discours de la part des étudiants comoriens qui essayent en tout cas de sous-estimer, en quelque sorte, si je puisse me permettre, de sous-estimer l'offre de formation de cette université. Que pouvez-vous dire à ces étudiants-là? Est-ce que c'est un discours qui tient la route ou bien vous pensez que c'est juste une sorte d'intoxication, en tout cas de la part de cette institution universitaire française? D'abord, merci à Comores Impact de nous avoir invités aussi, comme disait Abderrahim, pour parler un peu de ce qu'on fait. Et moi, je suis arrivé comme Abderrahim, pareil, des Comores. Hein. J'ai eu mon bac là-bas et je me suis inscrit à Paris 8. Justement, pour faire des études. Donc, je suis économiste de formation. Mais ça ne suffit pas. Comme développé tout à l'heure Abderrahim, un étudiant doit être capable de s'adapter aussi également. Donc, j'ai fait toutes mes études à l'Université Paris 8. L'Université Paris 8, c'est une université française qui délivre des diplômes nationaux, qui est reconnue par l'État français. Mais c'est une université qui a son histoire. Okay. Donc c'est une université qui a été créée à la suite des événements de 68. Donc avec les événements 68, je ne sais pas si les gens ils savent c'est quoi. Il y a eu pas mal des événements qui ont bouleversé pas mal de choses au niveau politique. Et l'Université Paris 8 a été créée à la suite de ces événements-là. Donc c'est une université qui est ancrée à gauche et qui est aussi ancrée dans un territoire qui est la Seine-Saint-Denis. Un territoire qui est réputé un peu difficile également. Parce que la ville de Saint-Denis, il n'arrête pas de faire la une des journaux et des médias des fois. Donc l'Université Paris 8, c'est une université qui accueille, je pense que c'est la première université française qui accueille la plus grande partie des universités, des étudiants étrangers. Il y a pas mal de nationalités étrangères qui se côtoient à l'Université Paris 8. Et dans les années 2000, il y a eu les mouvements sans-papiers également, qui a fait aussi parler de l'université. Et ça donne ce côté un peu laxiste, parce qu'on a accueilli pas mal d'étudiants étrangers sans papier. C'est aussi le but de l'université, c'est d'ouvrir ses portes à tout le monde, à tout type de population. C'est la seule université qui, dès le départ, a axé ses orientations sur les cours du soir pour les personnes qui travaillent, pour les travailleurs, qui arrivent à pallier entre activité professionnelle et reprise d'études. Donc le soir, les gens y venaient et il y a eu pas mal de bruit par rapport à ça. Et pour répondre à votre question sur la réputation de l'université, je pense que
les gens se trompent. Excusez-moi, mais pour préciser, c'est vraiment une réputation qui se développe que dans la communauté estudiantine comorienne. Donc, est-ce que ça tient la route ou pas? Il n'y a pas que dans la communauté comorienne, parce que je sais que, par exemple, il y a aussi dans la communauté arabe, ces bruits-là aussi existent, de dire que c'est une université qui n'est pas sérieuse, dans la mesure, pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure. On accueille pas mal d'étudiants, des étudiants qui sont refoulés dans les autres universités. Donc l'université Paris 8 accueille ces populations-là. Et donc les gens, ils ont l'impression qu'on accueille n'importe qui dans l'université. Voilà. Et vu l'histoire de l'université, je pense qu'il y a un choix politique qui a été fait dès la construction de l'université, d'accueillir, de donner la chance à tout le monde, à toute personne qui souhaite faire des études, lui donner la chance d'y arriver, parce que, comme Abderrahim l'expliquait tout à l'heure, l'éducation, en tout cas, c'est l'arme le plus important, à la fois humaine et aussi pour le développement de nos pays, qu'il faut pas négliger. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire que ce sont des bruits sans fondement, si on peut dire, et que les diplômes de l'université de Paris 8 sont en parfaite égalité avec les diplômes justement délivrés par toutes les autres universités françaises. C'est une évidence. Comme je disais tout à l'heure, c'est une université qui est reconnue par l'État, qui délivre des diplômes nationaux, les programmes sont les mêmes dans n'importe quelle université. Si par exemple vous faites bénéficient des allocations budgétaires de l'État. Bien sûr, qui bénéficient aussi des allocations des dotations de l'État pour délivrer ces diplômes-là. Si vous faites de l'éco-gestion à Paris 8, vous avez les mêmes programmes que si vous faites de l'éco-gestion à Paris 1. Après, ça, c'est le travail de chaque étudiant, c'est le travail de chacun. À l'université, on considère que les personnes sont adultes. Ça veut dire que les gens qui sont à l'université doivent se prendre en charge. Ça ne suffit pas d'aller en amphi et apprendre des cours, mais il y a un travail personnel à fournir et pour y arriver. Donc, comme le témoignage que Abderrahim a fait tout à l'heure. Ouais, juste pour dire qu'au sein de la communauté comorienne, l'Université Paris 8 accueille un grand nombre d'étudiants. Et parmi ces étudiants-là, il y en a qui ont réussi à faire des grandes choses dans leur vie, qui ont réussi leurs études. D'un point de vue professionnel, vous voulez dire? D'un point de vue professionnel également, qui ont réussi. Moi, je peux prendre par exemple mon cas. Moi, je suis arrivé ici, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu mon bac, je suis arrivé, j'étais en sciences économiques. Et au sein de l'Université Paris 8, j'ai été embauché pour faire du tutorat, c'est-à-dire aider les étudiants qui étaient en première année de licence. Et à partir de là, j'ai été repéré, et j'ai grandi, j'ai été embauché et jusqu'à obtenir mon concours d'ingénieur d'études. Et aujourd'hui, je suis ingénieur d'études depuis 2013 à l'Université Paris 8. J'ai été affecté là-bas et je suis l'adjoint du directeur de la scolarité de l'université. Donc, c'est une preuve qui montre qu'on peut réussir. C'est pas les murs qui font bouger les choses, mais c'est la personne lui-même qui doit se bouger pour arriver à quelque chose. Ouais. On a pas mal d'exemples au sein de la communauté comorienne. Aujourd'hui, le rédacteur en chef de RTC, c'est un étudiant de Paris 8 qui a fait ses études là-bas, de la licence jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, on a compris que, en fait, les universités participent à quelque chose, mais c'est l'initiative personnelle de chaque étudiant qui fait que cet étudiant-là va aboutir à une carrière professionnelle. Exactement. Voilà. Et donc, maintenant, je voudrais revenir vers vous, Monsieur Abdou, pour nous parler un peu de difficultés, je vais dire, parce que, bon, comme toute vie estudiantine, c'est certainement que vous étiez confrontés à un certain nombre de difficultés, mais qui ne vous ont pas, en tout cas, empêché de parvenir à vos études. Et donc, je voudrais savoir quelles sont les méthodes, que vous avez mises en place pour essayer de contourner toutes les difficultés estudiantines, en fait, pour le quotidien estudiantin, si je puis dire. En fait, parce que, bon, on sait que la vie estudiantine en France, pour un étudiant étranger qui n'est pas boursier, ce n'est pas si évident. Donc, il faut concilier toutes ces difficultés-là, liées au logement, liées au transport, liées à beaucoup de choses.
Et donc, ce n'est pas si évident d'y arriver. Et donc, vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, vous avez pu intégrer une grosse boîte, Aerobio. Je voudrais justement que vous nous parliez de comment est-ce que vous avez pu contourner toutes ces difficultés de la vie estudiantine d'un étudiant étranger sans bourse, et que vous êtes malgré tout arrivé à vos études, en fait. Ok. Donc, la vie estudiantine d'un étudiant étranger en France, je peux le qualifier d'un parcours d'un combattant. Donc, mais je me dis souvent, parce que moi, j'ai pas adopté une méthode particulière, mais moi, étant scientifique, je me dis toujours que la vie est une succession des étapes. Donc, c'est comme une suite. Donc, il faut y aller. Donc, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut avoir la tête sur les épaules. Donc, on va y arriver, on va galérer, il y aura des hauts et des bas, mais il ne faut pas lâcher. Donc, j'étais à l'université en première année avec des Comoriens, donc hébergés comme moi, mais ils avaient des difficultés comme moi, mais ils ont abandonné les études. Et moi, j'ai foncé. Vous avez persévéré, en fait. Donc, il faut juste... C'est pas chez nous en France. On n'a pas de bourse, donc on galère. Il y a des jours où tu ne vas pas manger, il y a des jours où tu vas manger. Donc, il faut juste se donner les moyens de réussir, avoir la tête sur les épaules et avancer. Donc, moi, je n'ai pas adopté une méthode particulière. C'est juste, comme je dis, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, on ne va pas grandir des échelons. Donc, il faut aller petit à petit, pas à pas. Donc, il faut juste se donner les moyens de réussir. Donc, dire que je suis venu en France pour faire mes études, donc je dois réussir. Moi, en quoi faisant, justement, en quoi faisant pour y parvenir? Pour y parvenir, donc c'est comme tous les autres étudiants sans bourse, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut travailler, aller à l'université. C'est ce que j'ai fait. Mon premier job, j'étais, on va dire, agent d'entretien, pour ne pas dire homme de ménage. Et comment est-ce que vous avez pu trouver justement ce job étudiant? Est-ce que voilà. c'était un pistonnage? Donc, c'était un pistonnage. Donc, c'était un pistonnage, le premier job. Donc, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans des bâtiments. Donc, première année, je n'ai pas travaillé. J'avais l'aide de mon oncle. Donc, il m'a aidé. Raison pour laquelle on dit souvent qu'en première année, on redouble. Tous les étudiants comoriens arrivent dans un parcours scientifique. En général, en première année, on dit souvent qu'il faut on redouble ou parce qu'on n'a pas le niveau, c'est faux. Moi, j'ai passé en première année avec une moyenne de 12. Oui, parce qu'il y a un discours qu'on dit il faut pouvoir d'abord s'acclimater parce qu'on est un peu dépaysé, on arrive dans un pays étranger. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Moi, je suis arrivé en première année, j'ai validé mon année avec une moyenne de 12 en sciences pour l'ingénieur. Donc, c'est juste, comme je dis, il faut juste se donner les moyens de réussir. Donc, je me suis donné les moyens de réussir. Première année, j'ai validé. Deuxième année, à partir de deuxième année, j'ai moi-même payé mon inscription qui était de 400 € parce que j'ai travaillé, je faisais le ménage à Issy-les-Moulineaux grâce à un piston. Donc, j'ai contacté quelqu'un qui travaillait. Donc, je lui ai supplié même de me prendre pour faire le ménage. Donc, je faisais le ménage l'été. Au lieu de partir en vacances, je faisais le ménage pour financer mes études. Donc, j'ai financé mes études. Et donc, à vous entendre parler, j'ai comme l'impression que pour pouvoir y arriver, ces moyens-là que vous parlez, il faut une détermination peut-être mentale en fait. Il faut avoir peut-être un mental d'acier, de fer pour pouvoir y parvenir. Parce que les difficultés sont là, vous les décrivez, mais que mentalement, vous étiez déterminé justement à y parvenir. Et malgré tout ça, vous êtes parvenu. C'est ça. Mais vous avez quand même mené une vie un peu de précarité, si je puis dire. Non, c'est pas de précarité. C'est normal. Nous sommes étudiants étrangers arrivés en France. Donc, on ne va pas avoir les moyens. Comme les Français, eux, ils ont la bourse et nous, non. Donc, moi, si je peux me permettre, moi, j'avais de l'aide. Donc, il y avait ma famille qui m'aidait derrière. Donc, mais à un moment donné, il faut prendre son indépendance. Il faut dire, je vais être indépendant. Donc, j'ai travaillé moi-même pour payer mon inscription. Donc, comme j'étais hébergé, je me suis dit non, pour pouvoir réviser jusqu'à 1h du matin, je dois avoir mon toit. Donc, j'ai cherché un logement étudiant. Donc, j'ai postulé. Donc, il y a des aides qui existent pour avoir un logement. Il faut s'adresser à quelle structure, par exemple? Donc, c'est au Crous. Donc, il faut aller au Crous, demander un logement. Donc, mais moi, j'étais dans un logement privé. Parce que j'ai travaillé et j'avais de l'aide de mon oncle qui est aux Comores. Donc, il m'a aidé à réussir. Donc, si je suis là aujourd'hui, en contrepartie, on va dire, c'est mon oncle. Soutien familial. Voilà. Mon oncle m'a aidé. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu cette aide.
donc, venant des Comores, Jacques de Comores comme moi. Mais encore une fois, il faut juste avoir la tête sur les épaules. Car malgré ces aides-là, j'ai travaillé pour payer mon inscription de première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à finir mes études. J'ai moi-même payé mon inscription. Donc il y a des cas, donc j'ai un ami à moi qui est professeur de mathématiques. Donc lui, il est passé par ce parcours de combattant. Donc il faut juste avoir la tête sur les épaules. C'est donner les moyens de réussir. On va tomber, mais il faut se relever. Donc, on va redoubler en première année. C'est un étudiant qui redouble. Quelqu'un qui ne fait pas des études ne va jamais redoubler. Donc, il faut se dire que même si on redouble, parce qu'il y a des étudiants, ils redoublent 2 fois, donc ils abandonnent les études. Même si on redouble, il faut se donner les moyens de réussir, parce que je suis passé par là, et aujourd'hui, je suis ingénieur maintenance dans le biomédical, dans une grosse boîte. Donc, il faut se donner les moyens de réussir, et on va réussir. Je trouve que c'est très touchant, ce témoignage-là. Je sens même un sentiment de militantisme dans ce que vous dites, et j'espère que vous êtes parvenu, en tout cas, à toucher un certain nombre d'étudiants comoriens, en tout cas, qui veulent justement venir poursuivre leurs études en France. Maintenant, je voudrais, avec vous, Madame Samantha Fortes, si vous le permettez, que vous nous disiez, vous, comment est-ce que vous êtes parvenu à justement intégrer cette maison, j'allais dire noble, très noble, qui accueille en tout cas toutes les étudiants de toute nationalité, j'allais dire. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous êtes atterri, si je puis dire, dans cette belle maison qui accueille tout le monde? Alors moi, c'était par ma fac, mon université. Je consultais mes mails et le BAIP a envoyé... Ça veut dire BAIP? Le BAIP, c'est le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Il y a, chaque université a un BAIP dans son campus. Et c'était par rapport à une offre de formation en service civique pour faire de la promotion de l'engagement. Donc j'ai postulé à cette offre de formation. Et ma mission a duré 8 mois et on a décidé de me garder pour 1 an supplémentaire pour cette mission qui est chargée d'accueil des étudiants internationaux. D'accord. Voilà. Merci. Donc, on a un peu compris que effectivement, c'est au cours de vos études que vous êtes tombé, voilà, que vous êtes tombé par hasard justement sur cette offre-là et que vous êtes arrivé et que finalement vous êtes là dans cette mission que je qualifie de très noble, qui consiste justement à accueillir les étudiants internationaux. Exactement. Messieurs, Mohamed Hamada, maintenant qu'on a parlé, enfin qu'on a levé un peu le doute sur l'offre, sur l'université de Paris 8, je voudrais avec vous revenir sur les différentes offres de formation qu'on peut trouver justement dans le campus de l'université de Paris 8, c'est-à-dire de nous dire un peu quelles sont les différentes formations, parce que souvent les étudiants sont arrivés à un problème d'information, d'orientation, et donc finalement on peut être confronté à ce problème-là. Donc ça serait peut-être l'occasion que vous puissiez dire quelles sont les différentes formes de formation qu'on peut trouver à Paris 8. Alors, l'université Paris 8, c'est une université de sciences humaines et sociales. Ça, c'est la base de l'université Paris 8. Et que nous, on est, même si on a des formations en économie, droit et tout ça, la base de l'université, c'est sciences humaines et sociales. Donc, vous avez de la sociologie, vous avez de l'histoire, vous avez également de la philosophie. Vous avez également des sciences de l'éducation. Et après, l'université Paris 8, c'est une des rares universités franciliennes qui est spécialisée dans les arts. Donc les arts plastiques, le cinéma, si vous voulez, des grands cinéastes français, ils sortent des formations de l'université Paris 8. Les photographes, tout ce qui concerne la musique également. Donc l'université Paris 8, c'est réputé pour ça. On a également le domaine santé, informatique, technique et informatique. Donc on a des formations en informatique, en mathématiques également. Et aussi, on dispense des formations qui sont l'économie, les formations classiques, l'économie, le droit, etc. Oui, je voudrais justement approfondir certaines choses que vous venez d'évoquer. C'est de voir, est-ce que vous pensez que des formations telles que l'art, la photographie, la cinématographie, si je puis dire, sont des formations qui peuvent avoir un avenir aux Comores, par exemple?
Justement, moi, quand on m'a invité à venir là, je me suis dit que peut-être ce serait l'occasion aussi de parler de ces formations-là. L'art, le cinéma et tout ça, ça rentre dans tout ce qui est culture. Okay. Donc aux Comores, je pense qu'il y a un bel avenir sur tout ce qui est culturel, parce qu'on sait qu'on a pas mal de choses à développer. C'est un pays qui est vierge. On a pas mal de choses à développer. Pourquoi pas faire du cinéma aux Comores, hein. J'ai vu que récemment, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, par exemple avec, comment il s'appelle l'acteur comorien là, le réalisateur, ouais. Oui, que je connais de visage. Voilà, oui. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le cinéma, avec la musique, parce qu'on a pas mal d'artistes, mais des fois j'ai l'impression qu'on improvise, hein, sur certaines choses, et ce sont des formations qui pourraient être porteuses justement de pas mal de projets chez nous. D'autres formations par exemple qui peuvent être aussi porteuses de grandes choses, en tout cas pour le développement du pays, c'est tout ce qui concerne, j'ai lu hier un article dans Al-Watan qui parlait de la mise en place, en tout cas l'orientation du gouvernement en tout cas de s'appuyer sur les partenariats publics-privés pour développer les infrastructures. À l'Université Paris 8 aussi, on a des masters qui sont spécialisés sur tout ce qui est PPP, en fait, le partenariat public-privé. C'est aussi des choses qui sont, je pense, qui seraient des offres de formation qui pouvaient être intéressantes pour le développement du pays. D'accord. Et donc, justement, pour revenir aussi sur la distinction que M. Abdrohim a fait tout à l'heure entre les formations que j'allais dire continues ou théoriques et les formations en alternance, est-ce qu'à l'Université de Paris 8, vous proposez ces types de formations, alternance ou bien c'est le parcours est théorique et qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Alors, vous avez deux choses. Vous avez le campus de Saint-Denis qui fait que des formations vraiment continues. Il fait de la formation initiale, en fait, sur le campus de Saint-Denis. Après, vous avez les UT qui sont à côté, l'UT de Montreuil et l'UT de Tremblay, qui font des formations justement en alternance. Quel type de formation dans ces instituts-là? Vous avez par exemple les formations de management de qualité qui sont faites à l'UT de Montreuil. Vous avez également des formations, par exemple, sur les flux aéroportuaires. C'est une licence professionnelle qui est dispensée à l'UT de Tremblay, l'UT Tremblay qui est située dans le bassin de Roissy-Charles de Gaulle. Je pense qu'avec les projets qui sont en train de mettre en place chez nous en ce moment, avec l'agrandissement de l'aéroport de Prince Saïd Ibrahim, avec justement le projet PPP, je pense que c'est une formation qui pouvait aider pas mal de jeunes Comoriens à se former justement pour aller développer ce genre de choses au niveau local. D'accord, donc si j'ai bien compris, l'Université de Paris 8 contient un pléthore de formations qui pourraient intéresser des étudiants comoriens et qui, de surcroît, ces formations-là pourraient être bénéfiques pour le pays. Donc voilà, on incite vivement justement les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études en France, justement de pouvoir faire leur choix à l'Université de Paris 8 qui ouvre ses portes à tous les étudiants étrangers. Donc je reviens maintenant à vous, Monsieur Abdrohim, pour justement vous demander, est-ce que vous pensez que votre formation, la formation que vous avez suivie, est une formation qui facilite justement l'accès dans le monde professionnel? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Et puis, deuxième aspect, si ce n'est pas trop compliqué, de voir, est-ce que vous pensez que cette formation-là a un avenir aux Comores, par exemple? Est-ce que c'est déjà, bon, en parlant en France, est-ce que c'est une formation qui facilite l'accès dans le monde professionnel? Et puis, si on se projette au pays, est-ce que vous pensez que votre formation a un avenir aux Comores? Ok, bon. J'ai fait une formation de maintenance biomédicale. Ça consiste à faire? Voilà, donc mon travail, c'est d'entretenir. Donc en fait, j'organise des opérations de maintenance, des installations, d'entretien, d'équipements ou des dispositifs biomédicaux. Donc j'installe des appareils dans des hôpitaux, dans des labos,
de recherche ou de diagnostic et j'assure l'entretien derrière. Donc je fais de la maintenance, donc que ce soit préventif ou correctif. Donc, et je forme aussi les biologistes ou les médecins à utiliser ces machines-là. Donc il faut savoir qu'en France maintenant, c'est un métier qu'on ne chôme pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est en train de, par exemple au niveau des laboratoires, on est en train de centraliser dans tous les labos pour faire des plateaux techniques. Donc, et dans ces plateaux techniques, il y a des automates. Donc maintenant, c'est fini les tests qu'on faisait à la main. Tout s'est fait avec des machines, c'est que des automates. Et en France, on a besoin de gens pour faire ces maintenances, pour faire ces réparations, pour entretenir ces appareils. Dans les hôpitaux aussi, donc j'interviens souvent dans des hôpitaux, que ce soit dans le diagnostic ou dans la recherche, donc pour installer de nouveaux appareils, donc la nouvelle technologie, donc, et aussi les réparer. Donc, et en Comores, vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir aux Comores ou pas? Oui, j'arrive à la question des Comores. Déjà en France, si on est ingénieur maintenance biomédicale, on ne chôme pas. Donc j'ai débouché direct, j'ai fini mes études, j'ai débouché direct dans un CDI. Donc on ne chôme pas. Ma promotion, on était une quinzaine et on va dire que tout le monde a trouvé du travail, un CDI direct. Donc pour vous dire, c'est que on ne chôme pas en France déjà, parce qu'il y a du boulot, c'est un métier avec plein d'avenir. Donc c'est quelque chose, parce que la nouvelle technologie, donc ça augmente. Tous les jours, il y a une nouvelle machine. Par exemple, là, j'ai été formé par un Coréen sur un nouveau automate qui permet de faire les tests de la PCR, qui est une polymérase chain reaction, qui est une machine qui fait de l'amplification d'ADN. Donc on prend un brin d'ADN, on le met dans la machine, donc ça amplifie. Donc avant ça génère d'autres... Voilà, donc avant ça, on faisait à la main. Donc maintenant, on ne fait plus à la main. Donc même l'extraction d'ADN, ARN, on ne fait plus à la main, donc ce sont des automates. Et parlons un peu maintenant de l'avenir de ce métier aux Comores. Aux Comores, en fait, dans les hôpitaux, nous avons des appareils, que ce soit dans les hôpitaux, dans des labos de recherche ou de diagnostic, dans des cliniques. Donc nous avons des automates, des dispositifs médicaux. Et mon métier, donc là où il y a automate, on a besoin d'un ingénieur biomédical pour entretenir ces automates. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'ingénieur biomédical aux Comores. À ma connaissance, sauf erreur de ma part. Donc, bien sûr, je ne le connais pas. Donc, si un appareil tombe en panne, on fait appel à des ingénieurs de la Réunion. Des techniciens extérieurs, en fait. Oui. Donc, des techniciens ou des ingénieurs de la Réunion. Donc, aux Comores, nous avons besoin d'ingénieurs dans le biomédical. Par exemple, à El Marouf, donc où il y a les scanners, il y a, dans les blocs opératoires, nous avons des automates. Il faut les entretenir, il faut les réparer. Donc, il faut faire une maintenance préventive tous les 6 mois afin d'éviter les pannes, donc de réduire la probabilité de défaillance des machines. Donc, il faut entretenir toutes ces machines-là. Et il n'y a pas d'ingénieur sur place. Donc, les Comores ont besoin des ingénieurs de biomédical, donc que ce soit dans des labos privés ou publics, que ce soit dans les hôpitaux pour réparer les machines. Donc, nous avons besoin des ingénieurs et des techniciens biomédicaux. Donc, moi, mon projet d'ici quelques années, c'est d'aller aux Comores, donc me lancer dans cette maintenance biomédicale. Donc, parce qu'on peut travailler, que ce soit on peut travailler avec les hôpitaux privés, publics. Donc on peut travailler avec les OFTA, parce que moi je répare aussi tout ce qui est laser pour faire les opérations des yeux. Donc on peut travailler avec les ophtalmologues qui sont là-bas sur place. Donc on peut entretenir leurs appareils, mettre des nouveaux appareils, parce que là-bas ils ont des appareils qui datent des années. Donc apporter la nouvelle technologie et assurer un SAV derrière, parce que je suis ingénieur maintenance SAV, ce qui veut dire service après-vente. Donc vendre les appareils et assurer un suivi derrière. Donc, faire de la maintenance derrière. Aux Comores, nous avons besoin de ça. Donc là, oui, en toute évidence, effectivement, je vois bien que c'est un métier qui a de l'avenir aux Comores et que malheureusement, effectivement, peut-être maintenant, nous n'en avons pas du tout bien, pas beaucoup en tout cas. Pas beaucoup. Et donc effectivement, oui, c'est un domaine qu'il faudrait peut-être que nous ayons d'autres étudiants qui vont peut-être poursuivre qui vont prendre le parcours, qui vont. Ça serait bien. Voilà, ça serait quand même bien. Donc maintenant, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Donc je voudrais maintenant m'adresser à vous, Madame Samantha, pour revenir encore sur cette maison qui accueille les étudiants internationaux, pour demander exactement les appuis que vous mettez à la disposition
disposition des étudiants pour leur faciliter leur séjour en Île-de-France, pour poursuivre leurs études en fait. Quels sont les moyens que vous mettez à la disposition des étudiants pour les appuyer justement dans leur vie estudiantine en Île-de-France? La thématique accueil des étudiants internationaux, c'est une thématique assez récente qui date depuis 2016. Donc la mairie de Paris nous a chargé depuis 2016 de nous occuper de l'accueil des étudiants internationaux. Donc moi, mon rôle, c'est de créer des événements autour de cette thématique en faisant appel à des partenaires associatifs ou institutionnels. Donc on a démarré notre année en octobre. Par la mise en place d'un forum associatif à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc l'objectif, c'était de faire connaître au public étudiant international un échantillon assez varié de nos associations. Ensuite, en novembre-décembre, fin novembre, début décembre, on a mis en place des ateliers juridiques en partenariat avec l'association APASO. Ces ateliers traitaient de la question de la poursuite des études en France, du changement de statut d'étudiant à salarié et du titre de séjour. Et là, en avril, on est en train de mettre en place un forum job d'été pour les étudiants internationaux avec l'association ESN Paris. Donc ce forum aura lieu le 22 avril. Et en amont du forum, on organise un atelier CV plus des sessions, une session d'information sur les droits des étudiants internationaux en matière de travail. Donc ça, ce sera le 19 avril. Et à côté de ça, on accueille des permanences d'orientation de l'association Rhizome qui ont lieu tous les samedis de 10h à 13h. Donc là, c'est pour les réfugiés statutaires, donc c'est une autre question, et qui veulent poursuivre leurs études en France. Et l'association la 10-11 qui donne des cours de français tous les lundis, mardis et mercredis de 19h30 à 21h dans nos 2 locaux. Donc, voilà. D'accord, donc là aussi vous avez dit pas mal de choses très intéressantes et donc pour essayer de résumer, c'est effectivement une maison à fréquenter mais absolument parce que non seulement vous avez développé 2 volets qui me paraissent importants, d'abord le volet du séjour, de la carte du séjour parce que justement quand on est étudiant étranger en France, le vrai combat justement c'est de parvenir à renouveler sa carte de séjour et parfois on est confronté à un certain nombre de difficultés et donc on peut venir dans cette maison et on peut avoir des conseils et être suivi justement pour surmonter toutes ces difficultés. C'est plus des informations pour justement surmonter ces difficultés. D'accord, voilà. Ok, voilà, déjà pas mal parce qu'on va avoir des informations qui vont permettre justement de pouvoir savoir où y aller, comment faire pour justement pouvoir renouveler sa carte de séjour qui est un vrai problème pour les étudiants étrangers. Deuxième volet qui m'a interpellé, lorsqu'on est étudiant étranger en France et sans bourse, effectivement on a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins. Et là-dessus aussi, vous proposez justement des ateliers de travail job étudiant, des choses de comment faire un CV, parce qu'effectivement c'est une autre culture qui n'a rien à voir avec les cultures étrangères et donc c'est tout à fait intéressant. Et donc là-dessus, vous voyez qu'il y a des structures qui sont mises en place et qu'on peut venir fréquenter pour être orienté, conseillé et pouvoir s'en sortir malgré les difficultés. Donc merci beaucoup pour ces éclairages. Maintenant, monsieur Mohamed Hamada, je voudrais dernière question si possible, que vous puissiez, en tout cas par rapport à votre parcours et par rapport à la place que vous occupez et par rapport à votre expérience, si vous pouvez peut-être prodiguer un certain nombre de conseils à l'égard des étudiants comoriens qui sont déjà dans le territoire français et ceux qui sont ailleurs, qui souhaiteraient peut-être venir en France poursuivre. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, leur dire, justement, pour qu'une fois dans leurs études, qu'ils puissent justement poursuivre leurs études? Alors, il y a 2 choses. D'abord, les étudiants qui sont sur place. Il faut savoir que nous, après le bac, aux Comores, on choisit des formations, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire après. Donc, la première chose à faire, si j'ai un conseil à donner aux étudiants comoriens, en tout cas ceux qui veulent venir en France, c'est d'avoir un projet professionnel déjà. Parce que pour choisir une formation, il faut d'abord avoir en tête ce qu'on veut faire après. C'est-à-dire que tu fais une formation,
mais il faut se dire, cette formation-là m'apportera quoi? Ça, c'est la première question à se poser quand on choisit une formation. Qu'est-ce que je vais faire après ma formation? Donc ça, c'est la première chose. J'ai remarqué qu'au Comores, on n'a aucune maison d'orientation. On n'a aucune maison qui fait découvrir à nos jeunes les métiers qui existent et que le pays, par exemple, a besoin. Donc on parlait tout à l'heure sur le domaine et tout ça. Donc ça, ce sont des domaines qui sont inconnus du public, en tout cas des étudiants comoriens. Et pourtant prometteurs. Voilà. Donc je pense que la première chose à faire, c'est si on peut avoir sur place une maison qui oriente les étudiants ou qui fait découvrir des métiers à nos étudiants qui peuvent les aider à faire des choix de formation qui apporteront un plus-value professionnelle après la formation, ça serait déjà une première chose. Il faut savoir que même si on n'a pas cette maison-là, on peut avoir une formation, demander une inscription pour venir en France, mais une fois sur le territoire français, on peut s'inscrire une première année, on peut voir en fait comment ça se passe, comme Abdourahim l'a expliqué tout à l'heure. On a toutes les possibilités aussi, on a dans chaque université ce qu'on appelle des SKU, c'est-à-dire des services d'orientation. C'est-à-dire qu'une première année, si vous voyez que vous n'arrivez pas ou que cette formation-là ne vous plaît pas, n'insistez pas. En fait, ne restez pas dans une formation qui ne vous permettra pas, une fois vous avez fini vos études, par exemple, si vous voulez rester en France, parce que nous, on arrive en France, la première chose, on se dit, on va rentrer au Comores. On va rentrer après les études, on va rentrer au Comores. Mais ce n'est pas vrai. On arrive en France, on finit nos études, on reste là. C'est-à-dire que les choix des formations qu'il faut que nos étudiants fassent pour venir en France, c'est est-ce que c'est une formation qui me permettra, une fois les études terminées, de trouver un job en France, par exemple, pour exercer, ou une fois, si par exemple j'ai envie de rentrer au Comores, est-ce que ça me permettra d'apporter quelque chose au pays et aussi de pouvoir vivre avec ma formation. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, il y a les SKU qui sont dans les universités. Il y a la maison, par exemple, ici, que les étudiants peuvent venir pour avoir des informations. Après, donc, le projet professionnel, très, très, très important. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, ce serait ça. C'est d'abord avoir un projet professionnel en tête avant de choisir une formation. Essayer de voir les maisons de réorientation pour essayer de choisir une formation. Parce qu'on peut s'inscrire dans une formation, mais au bout, on peut finir une licence. Mais par exemple, on peut aussi avoir la capacité de s'adapter à d'autres formations qui sont, par exemple, si on a décidé, par exemple, de rester là, d'avoir un job après ou essayer d'avoir quelque chose à vivre au lieu de... Bon, je vais être direct avec... je vais dire comme mon grand frère Ibrahim Barwan, si c'est pour faire 5 ans ou 6 ans d'études et puis finir avec du ménage, franchement, on perd beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que c'est très important en fait, d'avoir un projet professionnel en tête et essayer de s'adapter par rapport à ce projet-là. Oui, en fait, je comprends très bien, mais parce que là, pour ceux qui sont déjà peut-être en France, ce que vous venez de dire est évident, mais pour un élève, un futur étudiant qui se trouve aux Comores, je pense que formuler aussi un projet professionnel, c'est un peu compliqué, parce qu'on va devoir formuler ce projet professionnel par rapport à l'offre professionnelle qui se trouve sur place. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, une fois sur place, les ambitions changent. Parce qu'on part des Comores avec l'idée de venir faire des études et de retourner après. Et une fois sur place, les données changent. Et finalement, on est obligé non pas obligé, mais on reste. Mais en tout cas, nous, Comores Impact, ce que nous faisons, c'est d'inciter les jeunes étudiants comoriens qui sont en France, une fois les études finies, de retourner au pays parce que nous pensons que le pays a vraiment besoin de ces ressources humaines. Mais là où je voulais justement insister par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le manque criant justement de structures d'orientation aux Comores. Et là, franchement, je profite de ce plateau pour lancer un appel au ministère de l'Éducation nationale des Comores, justement pour dire que des associations estudiantines dans tous les pays où se trouve une communauté estudiantine comorienne se trouvent. Et donc voilà, entrer en contact avec nous, on pourrait en commun accord travailler ensemble et essayer de vous proposer des offres de formation qui existent ici. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être mettre en place un service d'orientation
d'orientation, comme vous l'avez dit, afin de pouvoir éclairer les étudiants avant de venir ici, de savoir déjà ce qu'ils peuvent trouver comme offre de formation sur place et ce qu'ils veulent faire. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui manque. En tout cas, merci beaucoup aussi pour ces éclairages qui sont tout à fait, je pense, fondamentaux. Donc maintenant, pour conclure cette émission, je voudrais, avec Abdou aussi, vous entendre, que vous puissiez nous dire un dernier mot, en fait, pour conclure cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez, à l'égard des jeunes élèves comoriens qui sont Comores, qui souhaiteraient venir ici, quels conseils vous pourriez formuler pour eux? Ok. Moi, je vais juste appuyer un peu ce qu'il vient de dire Mohamed Hamada. C'est le projet professionnel, il est primordial. Avoir un projet, savoir ce qu'on a envie de faire. Faire quelque chose qu'on aime. Arrêter, parce que nous, Comoriens, on court trop derrière des titres. Je vais m'expliquer, on aime bien avoir... j'ai fait un doctorat de physio, je ne sais pas quoi. Mais demain, ça va t'apporter quoi? Est-ce que ça va te permettre d'avoir un boulot? Est-ce que ça va te permettre d'avoir de quoi subvenir à tes besoins? De quoi donner à manger à ta famille? Non. Donc, il faut qu'on arrête. Parce que nous, on aime bien les titres. Être doctorat de je ne sais pas quoi, avoir un master, non. Il faut juste avoir un projet, faire quelque chose qu'on aime, c'est le plus important. Faire un métier que tu aimes. Un métier que demain, ça va te permettre d'avoir ton pain. Donc, parce que nous, moi je connais des Comoriens ici, non, moi il faut que je dois absolument avoir un doctorat de mathématiques. Mais tu n'as pas le niveau pour. Tu vas faire 10 ans, avoir le doctorat, est-ce que tu seras capable d'exercer ce métier-là? Est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas avoir les compétences? Parce que les diplômes ne riment pas avec compétences. Ouais, non, il faut oublier ça. Les diplômes ne riment pas avec compétences. Moi, avec mes diplômes, j'arrive pour un entretien, on m'a dit, il y a cette machine-là. Ok, vous avez les diplômes. Cette machine est en panne. Proposez-moi quelque chose. Ça, c'est l'entretien que j'ai fait, ces ZAIS, qui sont leader mondial dans l'OFTA. Ils m'ont dit, bon, ok. Et c'était en anglais même. Cette machine est en panne, donc proposez-nous quelque chose. On s'en fout de vos diplômes. Donc, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter de courir derrière les titres. Parce que nous, les Comoriens, on est pro à ça. Donc, on aime bien. C'est le pays où le président préfère être appelé docteur que président. Alors que président, c'est un titre honorifique. Donc, je ne comprends pas. Donc, juste ça, il faut arrêter de courir derrière les titres. C'est juste que... Oui, c'est très important, je pense, parce que ce que vous dites, c'est quoi? En fait, vous incitez les jeunes élèves comoriens à sortir des schémas, enfin, en tout cas, du schéma classique, où on vient, on poursuit des études de philo, de sociologie, non pas que ce ne sont pas des études intéressantes, mais de sortir un peu de ces schémas classiques pour faire, en tout cas, des études, de poursuivre des informations techniques qui sont peut-être l'avenir du pays dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine mécanique, en fait, des formations qu'on aime, mais qui ont de l'avenir au pays. Pas forcément technique ou dans le bien métier, c'est quelque chose qu'ils aiment, qu'ils arrêtent parce que nous, on court derrière des titres. J'ai envie d'avoir un doctorat de je sais pas quoi. Alors, est-ce que ça va te permettre est-ce que tu vas être à l'aise dans ce métier-là? Avoir un projet, comme vous le disait Mohamed Hamada, avoir un projet professionnel, faire quelque chose qu'on aime. Et arrêter les titres derrière, oublier les titres, genre, parce que moi, le responsable SAV de Eurobio, il a un niveau bac plus 2 et il touche 7 000 €. Je suis mieux diplômé que lui. Il touche 7 000 €, il est bien, il a les compétences pour. Là, récemment, il a fait une validation d'acquis par expérience et il a un niveau bac plus 5, juste parce qu'il avait les expériences. Donc, il a le niveau, il a les compétences et il a l'argent. Donc, que demander plus? Il faut qu'on arrête de courir derrière les titres, faire quelque chose qu'on aime. Bon, enfin, je pense que c'est vraiment important ce que vous dites, mais peut-être qu'il faut nuancer un tout petit peu tout ça, parce que nous sommes, comme Mohamed Hamada l'a dit tout à l'heure, c'est un pays totalement vierge, et donc nous avons à la fois besoin des ingénieurs, des docteurs, de tous ces gens-là, mais effectivement, après de se lancer dans un projet, je vais dire, de formation, il faut peut-être, comme vous dites, réfléchir, savoir si on a les capacités pour les faire, et puis si c'est vraiment bénéfique, si ce qu'on aime, et puis si ça pourrait éventuellement être bénéfique pour le pays. Mais je pense que c'est un pays qui a besoin, en tout cas, de tout type de cadres, que ce soit les docteurs, les ingénieurs, les techniciens, nous en avons besoin de tout, mais il faut que chacun puisse définir son projet, être sûr de pouvoir le réaliser et d'arriver à bout. Donc maintenant, Madame Samantha, je voudrais, pour clôturer cette émission, justement entendre votre voix. Qu'est-ce que vous pourriez... parce que là, on parle à un public précis, les jeunes élèves ou étudiants comoriens.
qu'est-ce que vous pourriez peut-être adresser en termes de conseils ou bien d'éléments d'éclairage par rapport à ce public-là, en fait, à ces étudiants, à ces jeunes? Comme ils ont dit, ce qui est important, c'est d'avoir un projet professionnel et aussi ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de l'échec, parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend, beaucoup plus qu'avec ce qu'on arrive à réussir. Donc avoir un projet professionnel et ne pas avoir peur d'échouer. Dans tous les cas, être persévérant, c'est très important ici, et multiplier aussi les expériences professionnelles, parce que ce qu'il disait, ce qui compte le plus ici aujourd'hui, c'est les compétences professionnelles plus que les niveaux de diplôme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça a été très bénéfique, cet échange-là. Je remercie nos chers invités qui ont bien voulu venir échanger de leur parcours et de leur expérience ici. Et puis, nous remercions aussi toutes les personnes de la régie qui ont justement travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup et nous espérons vous compter parmi nous pour d'autres occasions. Merci. Merci.